Cette nouvelle causerie, nous sommes à quelques heures de mon anniversaire, le 1er décembre. Je voudrais aborder le problème de l'astrologie sous un autre angle, sous l'angle de la conception même de l'astrologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que on a voulu faire en construisant l'astrologie? Quelle est la rationalité de l'astrologie? Non pas ses fondements, mais en tant que processus. À quoi cela rime-t-il? Quelle conception de la vie est-elle sous-jacente à l'astrologie? Je vais prendre un exemple assez saisissant, qui est le cycle de Pluton, par exemple. Alors, Pluton est une planète qui met près de 2 siècles et demi pour franchir les 12 signes zodiacaux, pour faire un cycle entier, en gros. Et donc il reste, c'est très inégal, enfin, il reste une vingtaine d'années en moyenne, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, dans chaque signe. Ce qui fait que, pour que la totalité du zodiaque soit irriguée par Pluton, il faut 2 siècles et demi. C'est une aberration. Deuxième aberration, le fait que Pluton reste aussi longtemps dans un seul même signe est également un des facteurs de déséquilibrant, puisque ça veut dire que le phénomène va s'approfondir, va se creuser considérablement, et que par conséquent, il va être extrêmement difficile de passer au cycle suivant. Parce que plus on reste dans un processus longtemps, et plus le passage au stade suivant est compliqué et difficile. A contrario, avec des planètes beaucoup plus rapides, le problème ne se pose pas, dans les deux cas que nous avons abordés. D'une part parce que il faut beaucoup moins de temps pour faire le tour du zodiaque, et deuxièmement parce que, bien évidemment, chaque signe zodiacal sera parcouru en beaucoup moins de temps. Donc là encore, il y aura moins de risques de phénomènes comme ça, d'aggravation du processus pendant une phase longue, qui va faire qu'ensuite on va avoir beaucoup de mal à passer à la phase suivante. Donc tout ça, ça nous conduit à éliminer effectivement de facto les planètes transsaturniennes, qui ont une durée de toute façon beaucoup trop importante, qui mettent beaucoup trop de temps pour aller d'un signe à l'autre, qui restent beaucoup trop longtemps dans un signe. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fin de compte, même un cycle entier, c'est-à-dire un cycle sidéral entier, c'est trop long. La sagesse veut qu'en fait, on se contente, on fonctionne sur un quart de cycle. La semaine, c'est un quart de cycle par rapport au cycle de la lunaison, le cycle Soleil-Lune. Et une semaine, c'est un tout, c'est une totalité. Et d'ailleurs, le 10e commandement, enfin, un des 10 commandements, prône justement le respect du 7e jour. Donc, en tout état de cause, non seulement il faut des cycles courts, mais en plus, il faut que le cycle court soit lui-même divisé en 4 parties, et que chacune de ces parties, en fin de compte, constitue en elle-même un processus entier et complet. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, chaque partie doit elle-même être divisée en 4. Puisque pour nous, toute cyclicité implique une division en 4. En 4 phases sur le modèle, sur la matrice des 4 saisons. Voilà, donc effectivement, nous avons une dualité ici, je le répète. D'un côté, la planète qui fait son cycle. Alors ce cycle se découpe selon un certain nombre de critères.
tel aspect, par exemple, carré entre la planète et l'autre facteur, par exemple, qui va déterminer déjà une première phase, un premier quartier. Ce facteur étant éventuellement soit une étoile fixe, soit une autre planète. Donc nous avons là un système à partir des planètes rapides, celles qui sont connues de toute l'Antiquité, et qui est divisé en quatre temps. Ce qui veut dire que la semaine, en fait, devrait être divisée en 4 temps aussi, elle-même étant une division en 4 du cycle. Et effectivement, nous avons une planète qui donne le rythme, et puis nous avons donc un découpage de ce cycle, et il faut donner évidemment des significations à ces différentes phases. Et ces significations, elles sont fort bien représentées par les planètes. Pas les planètes en tant que planètes, mais par les noms que portent les planètes. C'est ce que j'appelle l'opposition entre planètes masculines, c'est-à-dire Lune, Saturne, qui sont des planètes qui progressent, qui vont animer et qui vont organiser le cycle, et les planètes féminines qui vont, en quelque sorte, colorer les phases du cycle. C'est-à-dire qui n'ont de rôle à jouer que pendant une période de temps, pendant un quart de temps. Alors que les planètes motrices, évidemment, elles actionnent la totalité du processus, la totalité du système. Donc, en fin de compte, Lune et Saturne constituent des planètes motrices, et puis les autres planètes du système solaire ne sont jamais que porteuses de noms. Elles portent le nom de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter. Mais, et puis quant au Soleil, c'est un élément qui s'inscrit dans la dynamique lunaire, puisque c'est la conjonction Soleil-Lune qui va également déterminer le cycle en question, tout comme la conjonction des 4 étoiles fixes royales avec Saturne va également déterminer le découpage du cycle saturnien en 4. Donc il est quand même important en astrologie de comprendre qu'il y a une dualité au niveau des planètes du septénaire, et qu'il faut les diviser en 2 groupes. Un groupe de 3 ou 4 si on veut, Lune, Saturne, Soleil plus étoile fixe royale, et puis un autre groupe de 4 constitué de Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Et ce sont 2 groupes qui s'entremêlent, qui s'intriquent, mais qui ont chacun leur fonction. Vénus n'est pas une planète motrice, donc elle n'est pas censée avoir un cycle entier, elle est simplement un secteur du cycle. En l'occurrence, la première phase d'un cycle à 4 temps serait vénusienne. La deuxième phase serait mercurienne. La troisième phase serait jupitérienne. La quatrième phase serait saturnienne. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas la question. Sur cette question des planètes, ce qui est important, c'est de comprendre que le nom des planètes ne signifie pas pour autant qu'il faille étudier tous les cycles planétaires, toutes les planètes. Alors ces cycles planétaires, donc il faudrait étudier donc toutes les planètes, depuis Pluton jusqu'à la Lune, étudier les 12 signes qu'elles traversent, étudier considérer que ces signes sont liés également à des planètes par domicile, etc. Alors donc finalement, la planète, par exemple, si on prend Vénus, à la fois elle serait une planète cyclique, mais en même temps, à un moment donné, elle passerait par le signe de Vénus, par exemple, le taureau ou la balance, etc. Alors, il faut bien comprendre que non, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle plutôt les planètes motrices sont des planètes neutres. C'est-à-dire qu'elles ont un cycle entier, mais elles s'imprègnent, en fin de compte, de chaque phase, de l'esprit de chaque phase. Donc quelque chose de la planète Dieu, divinité, qui correspond à la phase en question. Mais, encore une fois, ce n'est pas une réalité, une présence de la planète dans le zodiaque qui fait cela, c'est simplement la présence de la planète dans le système solaire,
dans son rang au sein du système solaire, mais ça n'a pas de rapport avec... Ces planètes-là ne sont pas censées être étudiées au regard de leur position dans le zodiaque. Autrement, ça devient un système extrêmement complexe et en quelque sorte ingérable. Alors, je voudrais passer à d'autres questions, notamment ce que j'ai appelé récemment l'hyperinformation. Ça, ce qui nous renvoie d'ailleurs à la question du thème natal. L'hyperinformation, ce n'est pas la désinformation. L'hyperinformation, c'est des situations qui exigent d'être hyper informé. Par exemple, si quelqu'un est malade, malade psychiquement, malade physiquement, il faut s'informer. On ne peut pas le traiter comme quelqu'un de normal. Donc on va perdre du temps à prendre connaissance de son dossier, de son cas, de ce qu'il faut lui faire, de ce qu'il ne faut pas lui faire, de ce qu'il faut lui donner, de ce qu'il ne faut pas lui donner. Donc une personne peut exiger, peut demander beaucoup d'informations à son sujet. Et donc par conséquent, une société marquée par l'hyperinformation, c'est une société qui est extrêmement handicapée par le temps énorme qui est dépensé à s'informer sur chaque cas particulier. C'est pour cela que malgré tout, une société ne fonctionne pas sur des cas particuliers. Une société ne fonctionne pas sur l'hyperinformation. Une société fonctionne sur le fait que la plupart des gens ont un fonctionnement prévisible, normal, et que par conséquent, on n'a pas vraiment besoin de prendre le temps de savoir comment ça se passe chez cette personne. Cela dit, il faut bien reconnaître, certains me reprocheront ma misogynie, que les femmes génèrent beaucoup d'hyperinformation. C'est-à-dire qu'effectivement, une femme, en général, par le développement de sa spécificité, qui va un peu dans tous les sens, va exiger énormément d'attention, énormément de vigilance, et ce qui est vrai pour une femme ne le sera pas pour une autre. Il y a des choses qui sont vraies pour toutes, mais ce qui est vrai pour une femme ne sera pas pour une autre, ou plus exactement, ce sera le même problème, mais chaque fois avec des variantes absolument innombrables. Donc là encore, nous sommes dans une génération d'hyper-information. C'est comme par exemple, le cas de l'Europe et de l'hyper-information. Parce que derrière la façade de la zone euro, je lisais ça encore tout à l'heure dans le Time, eh bien on a des pays extrêmement différents. Et donc il faut prendre le temps d'étudier chaque cas en particulier. Et ça exige de l'hyperinformation, c'est-à-dire qu'il faut étudier le dossier de celui-ci et de celui-là. Et il ne faut pas imaginer que c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que vient faire l'astrologie dans le rapport avec l'hyperinformation? D'abord, premièrement, le thème astral correspond à une demande d'hyperinformation. Puisque je veux savoir qui est la personne, comment elle fonctionne en particulier, quelles sont ses spécificités. Et donc, effectivement, là, je suis dans une demande d'hyperinformation. Et étudier le thème astral, c'est rentrer dans une logique d'hyperinformation. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut remarquer qu'il y a des personnes qui, justement, disent « mais si vous n'avez pas étudié mon thème, vous ne pouvez pas savoir qui je suis ». Ça aussi, c'est une exigence d'hyperinformation. Ça demande donc de prendre des précautions, d'apprendre l'astrologie, éventuellement, pour qu'on puisse vraiment acquérir toute l'hyperinformation nécessaire pour comprendre la personne. Donc, effectivement, tout ça, ça ralentit énormément les relations, ça ralentit le rythme. L'hyperinformation est une catastrophe pour tout fonctionnement, disons, normal et rapide. Et ça crée beaucoup de freinage, de restrictions, finalement, pour satisfaire cette exigence d'hyperinformation. C'est pour ça que le thème astral, donc, c'est l'hyperinformation. En revanche, il y a des systèmes astrologiques qui ne sont pas de l'hyperinformation. Quand effectivement, on dit que, par exemple, toute l'humanité va passer à un certain temps par une période X, eh bien, ce n'est pas l'hyperinformation, puisque justement, cette période X, elle est censée être la même pour tout le monde. Si en revanche, je dis que chaque personne a son thème, a ses transits, a ceci, cela, là, on bascule dans l'hyperinformation. Alors, ça, c'était des points que je voulais aborder.
Les autres points qui pourraient être effectivement étudiés, c'est la question des rapports entre astronomie et astrologie. Bon, on a beaucoup de mal à faire passer le message, hein, à savoir qu'effectivement, l'astrologie est née d'une volonté d'utiliser l'astronomie de façon extrêmement délimitée. Il ne s'est jamais agi au départ de se servir de toutes les planètes et de leur donner à chacune une fonction, un cycle, parce qu'on s'aperçoit que ça devient n'importe quoi, de toute façon. L'astrologie actuellement est devenue n'importe quoi, parce que justement, chaque planète a son cycle, chaque planète est intriquée par rapport aux autres, et ça fait énormément de paramètres qui viennent s'entrechoquer. Alors qu'en réalité, l'astrologie n'a besoin que d'un seul et unique cycle, éventuellement deux si on veut, mais enfin pourquoi un seul unique cycle, et on peut s'amuser effectivement à diviser ce cycle en un certain nombre de phases successives, chacune marquée par une certaine planète pendant un certain temps. Quand je dis marquée par cette planète, je m'entends bien, il ne s'agit pas d'une planète qui serait à cet endroit ou un endroit particulier, mais c'est une valeur planétaire, c'est une énergie planétaire, mais ce n'est pas un corps planétaire dont il s'agit ici. Le corps planétaire n'étant ici que le support de l'information en tant que telle, d'information mythologique, mais en aucune façon il faudrait comprendre, il faudrait croire que toutes les planètes doivent avoir leur propre cycle et que toutes les planètes doivent avoir leur propre phase. Non, il y a quelques planètes qui ont leur propre cycle et les autres planètes leur constituent des phases. Il y a une complémentarité absolument essentielle à comprendre. Ça s'est complètement perdu. Alors je poursuis mon petit exposé, notamment en essayant de réfléchir sur comment on a pensé l'astrologie, comment on a conçu l'astrologie au départ. On comprend bien que pour les hommes qui ont conçu l'astrologie, il était essentiel qu'il y ait un axe central, donc un cycle central, autour duquel les autres choses s'organisaient, si vous voulez. Donc l'idée de pluralité de cycles était déjà une aberration dans la conception même initiale de l'astrologie. Il y avait certainement, bien entendu, astronomiquement d'autres cycles, mais l'astrologie est fondée sur le choix d'un cycle, et d'un seul. Et les autres planètes ne sont que des subalternes, en quelque sorte, ce sont que des préfets, si on peut dire, pour en parler un peu comme du temps des Missi Dominici de Charlemagne, des gens qui représentent les intérêts de la planète centrale dans une région, dans un secteur particulier. Des avatars, en quelque sorte, de la planète centrale. Donc Saturne, en quelque sorte, les avatars de Saturne, c'est Vénus, Mercure, Jupiter et Mars. Mais qui sont également les avatars de la Lune. Alors, le choix de ces quatre dieux peut être discuté, j'en ai d'ailleurs parlé. Le principe, c'est de comprendre que de toute façon, il y a des planètes qui servent surtout à nommer les phases par lesquelles la planète centrale, Saturne, la Lune, par exemple, qui sont les deux mieux indiqués, d'ailleurs qui ont le nombre 28 en commun, ces deux planètes centrales, ces deux axes centraux, eux-mêmes n'ont pas de caractère propre. Là, on n'est pas dans un Saturne qui correspondrait à quelque chose par rapport à Jupiter ou par rapport à Mars. Non, Saturne est l'axe central, il est la totalité, et il va en quelque sorte se diversifier à travers des phases qui chacune vont exprimer une facette de sa personnalité, et les divinités en question sont chacune une des facettes de la planète centrale. Donc là, il y a une réorganisation évidemment de l'espace social des planètes qui est complètement à revoir chez les astrologues. Alors,
en fait, je ne cacherai pas que on peut trouver une théorie des âges, d'ailleurs, avec ce système, n'est-ce pas? L'âge vénusien, c'est l'âge de la naissance, ou même l'âge préalable à la naissance. En tout cas, c'est l'âge de la fusion, si on peut dire, de l'union. Et ensuite, on passe à l'âge mercurien, puis à l'âge martien, et puis à l'âge jupitérien. Enfin bon, on ne va pas discuter là-dessus. Il est certain que les deux premiers âges correspondent à une certaine forme d'enfance ou d'adolescence, et puis les âges martiens et jupitériens correspondent à des périodes où il faut véritablement s'affirmer, non pas comme un parmi d'autres. Il ne s'agit pas d'être dans une sorte de normalité où on sait parler, on sait être propre, etc. Mais il s'agit de se distinguer et d'être distingué. C'est-à-dire d'être distingué par ses pairs, c'est-à-dire d'être considéré comme un personnage relativement important. Donc effectivement, bon, ces quatre divinités, Nicolas l'a bien compris, elles sont surtout des façons de décrire des états successifs du psychisme humain, et elles n'ont aucune vocation à se référer à une planète. Bon, que les planètes servent à porter un certain savoir, pourquoi pas? De même que le zodiaque porteur d'un certain savoir, oui. Mais ils ne sont que porteurs d'un savoir. Ça ne veut pas dire forcément que ce savoir, il faille l'étudier là où est la planète, ou qu'il faille l'étudier là où sont les signes zodiacaux. D'ailleurs, l'astrologie est reconnaissante à l'astronomie d'avoir porté ce savoir, parce que ce savoir, finalement, il est dans les cieux, et il est peut-être plus facile à perpétuer que dans les livres. Donc d'ailleurs, le ciel est une espèce de livre ouvert dès lors qu'il est porteur de tout ensemble d'informations. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'astronomie a effectivement conservé toutes sortes d'informations qui interpellent les astrologues, mais qui ne signifient pas pour autant, parce que c'est porté par l'astronomie, qu'il faut astronomiser ces informations à tout bout de champ. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'astrologues de la deuxième moitié du siècle précédent. Alors, finalement, comme je le disais tout à l'heure, les phases sont courtes, puisque effectivement la semaine de 7 jours et sur un autre plan la semaine de 7 ans, c'est déjà beaucoup, et il faut diviser à nouveau ces phases en 4 parties égales, qu'on peut d'ailleurs aussi découper par les puissances des aspects, 22 degrés 30 d'écart entre les deux facteurs, 45 degrés et 67 degrés 30, etc. Donc tout ça c'est assez rapide, et comme je disais tout à l'heure, la rapidité permet à la fois d'englober et d'irriguer la totalité du système, et deuxièmement, elle permet à la fois d'avancer dans une certaine phase, mais pas au point de creuser la phase de sorte que le passage à la phase suivante serait très problématique. Ce qui d'ailleurs nous renvoie à une autre question, c'est il faut se méfier de ces gens qui parlent de cycles trop longs, parce que quelque part, un cycle trop long, c'est un peu une sorte c'est un peu l'antithèse de la cyclicité. Des cycles trop longs ne permettent pas une véritable cyclicité. Des cycles trop longs ne permettent pas une véritable réversibilité. Parce que ça renvoie la réversibilité à tellement loin en avant ou en arrière qu'on n'est plus dans la réversibilité. Donc il y a des personnes, c'est un peu comme le cheval de Troie, il y a des personnes qui se sont en quelque sorte glissées dans le champ de l'astrologie, de la cyclologie, pour justement saboter l'astrologie en introduisant des phases beaucoup trop longues et qui finalement renvoient au calendrier grec, si on peut dire. Cela dit, effectivement, les femmes, puisque j'aime bien parler du comportement féminin, les femmes sont tentées par l'irréversibilité. Elles sont tentées par des situations qui sont ce qu'on appellerait des faits accomplis, qui sont des situations sur lesquelles on ne revient pas, c'est comme ça, bon, il faut vivre avec.
On va pas voilà, les choses se sont produites comme ça, voilà, c'est terminé. C'est terminé, voyons ce qu'on peut faire avec ça. Mais il s'agit, alors que la réversibilité, c'est de dire, oui, ben pendant cette période-là, effectivement, les choses se passent comme ça, mais la période suivante, ça va se défaire. Ça va repartir dans l'autre sens. Et donc cette espèce de mystique de l'irréversibilité aboutit notamment à laisser entendre qu'on est en train d'une phase extrêmement longue, où les choses vont changer radicalement pendant très longtemps, alors qu'en réalité, toutes les phases sont nécessaires à tous les processus, et donc il n'y a pas à allonger indéfiniment une phase, c'est ridicule. Donc effectivement, une astrologie saine est une astrologie dont les phases sont courtes, où on peut passer d'une phase à l'autre assez rapidement, où le processus est bouclé également assez rapidement, et une astrologie malsaine, c'est une astrologie où tout est beaucoup trop long, beaucoup trop lent, et où on ne voit jamais, on reporte toujours à plus tard la réversibilité, c'est-à-dire le processus en sens inverse. Alors, il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes par rapport à ça, dans le sens où, effectivement, les femmes ont tendance à croire que les choses ont avancé et qu'on ne va pas reculer. C'est-à-dire qu'elles ont progressé, que les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues, et après, bon, maintenant, voilà, on ne va pas revenir en arrière. Alors que l'homme, justement, lui, il a une capacité à revenir en arrière, c'est-à-dire à dire, voilà, on s'est peut-être trompé, il y a peut-être eu une erreur, il faut corriger le tir, et puis de toute façon, il y a eu des choses qui se sont ajoutées, et puis qui ne sont pas d'un intérêt considérable, donc il faut les nettoyer, il faut enlever tout ça. Donc il y a effectivement des différences considérables entre les deux humanités qui sont masculines et féminines. Alors effectivement, j'ai proposé des noms de dieux assez nouveaux. Bon. Est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est comme ça que l'astrologie a existé au départ? J'en sais rien, à vérité. Je pense qu'il y avait 4 dieux. Je ne pense pas que Mercure fasse vraiment l'affaire. Je préférais donc Métis. Je pense que Vulcain est préférable à Mars. Mais ça, c'est pour des raisons pratiques, des autres. C'est-à-dire pour des raisons, j'ai besoin de dieux qui soient parlants, dont on comprenne la raison d'être, dont on comprenne pourquoi ils viennent à ce moment-là. Et à ce sujet, justement, un des grands reproches que je fais aux astrologues, c'est que, en fin de compte, ils ne nous expliquent pas clairement comment on passe d'une phase à l'autre. Ils ne nous expliquent pas clairement la succession des phases. On a l'impression de basculer dans un monde totalement différent chaque fois. Alors on retombe dans l'hyperinformation. C'est que la femme a tendance à croire que du moment qu'on divise en 12 signes le cycle d'une planète, eh bien chacune de ces divisions a son autonomie et c'est une espèce de monde à part, et donc par conséquent, quand on passe d'un signe à l'autre, eh bien, il faut s'attendre à des changements absolument extraordinaires. C'est ce que j'appelle, ce qu'a appelé tout à l'heure la question de l'hyperinformation. D'où des contrastes excessifs entre des signes qui se suivent, comme par exemple entre le bélier et le taureau. Ça n'a pas de sens de dire qu'on va passer du bélier au taureau. Parce que d'abord, premièrement, parce que Bélier et Taureau, qu'on rapproche de Mars et Vénus, on ne peut pas mettre Mars et Vénus côte à côte. Il faut les mettre aux antipodes, ils sont diamétralement opposés. Donc, on va pas rendre le semi-sextile, enfin, les deux signes ceux qui se suivent, surtout dans la même saison, ne sont pas censés incarner des valeurs ou des énergies opposées. C'est absurde. Bon. Alors, effectivement, bon, il faut bien reconnaître qu'effectivement, le système ne fonctionne pas correctement. On n'a pas besoin d'ailleurs de 12 signes, de toute façon, il faut dire que ce soit très clair là-dessus. On n'a pas besoin de 12 signes. Ça, c'est un rapport avec les 12 rencontres Soleil-Lune dont on n'a pas vraiment besoin.
Donc moi je propose qu'on divise plutôt les cycles en 4 et puis encore en 4. Donc ça fait 16 divisions. Enfin, pour un cycle entier, on divise en... Et pour Saturne, ça sera donc des unités de 22 mois. Donc, et puis pour la Lune, donc de 22 heures, ou doubles heures, si on préfère. Bon. Et donc, effectivement, on retrouve d'ailleurs là le 22 des lettres de l'alphabet, la valeur numérique du tétragramme, les 22 arcanes du tarot, etc. Et donc, effectivement, en toutes circonstances, il y a toujours 4 temps. On peut trouver 4 temps dans une journée, dans une vie, dans une semaine. Le temps est fondé sur le 4. On peut diviser en 2 seulement, bien sûr, mais d'ailleurs le 2 et le 4, en fin de compte, c'est un peu la même chose, parce que pour aller de A à B, il faut passer évidemment par une phase intermédiaire. Donc, pour moi, par exemple, Mars-Vénus, c'est fondamental, ce sont les deux valeurs fondamentales, et puis entre les deux, il y a des zones tampons qui sont Mercure et Jupiter, et qui permettent le passage de Mars à Vénus. C'est pour ça que je considère qu'il est absolument aberrant de placer Mars et Vénus dans 2 signes conjoints. Ça n'a pas de sens. Alors, nos ancêtres n'envisageaient absolument pas le thème astral, bien évidemment. Ils considéraient que nous sommes à un moment donné en phase avec une certaine énergie planétaire. Quand je dis planétaire, je ne parle pas d'une planète qui est dans le zodiaque, je parle d'une planète qui est dans le ciel, qui est donc porteuse d'une signification, mais qui n'est pas agissante, motrice. Ce qui est réservé à la Lune et à Saturne. Je répète une fois de plus la même chose. Mais il faudrait que ça rentre. Alors effectivement, nous avons donc 4 temps à franchir en toutes circonstances. Et puis ça va en boucle, effectivement. Ces 4 temps, on peut les rapprocher aussi, on peut aussi les rechercher dans les 4 saisons, dans les 4 éléments. Ce qui est important, c'est de ne pas chercher à tout prix à se servir dans toutes les planètes et d'en faire chacune le centre d'un cycle. Ça me paraît la maladie infantile de l'astrologie contemporaine. Alors, bon, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes récemment, et il apparaît qu'effectivement, il y a beaucoup de doubles emplois en astrologie, de systèmes qui finalement se gênent mutuellement en quelque sorte. Et d'ailleurs, on pourrait dire de certaine manière que le fait de multiplier les cycles planétaires, c'est déjà un double emploi ou un triple ou un quadruple emploi. On a besoin que d'un seul cycle. Alors, souvent, on prend par exemple le cycle de Saturne, et puis voilà, c'est tout, basta. Alors, ils disent, ah non, mais on va prendre aussi le cycle de Vénus, le cycle d'Uranus, le cycle de Mars, etc. Ce sont des doubles emplois. L'astrologie n'a besoin que d'un seul cycle, dans la mesure où ce cycle va lui-même être balisé, va lui-même être subdivisé en un certain nombre de valeurs, d'énergie. Par conséquent, au cours de son cycle, la planète motrice va activer des énergies successives, qui peuvent d'ailleurs être représentées comme des planètes, qui sont d'ailleurs portées par des planètes. Et d'ailleurs, on l'a gardé dans la théorie des domiciles. Ce domicile attribue à chaque signe zodiacal une planète, ce qui fait que quand une planète motrice comme la Lune ou Saturne traverse les 12 signes, eh bien, elle va également avoir affaire avec les planètes qui correspondent à ces 12 signes. L'embêtant, c'est que ces planètes motrices ont également des signes qui leur sont attribués. Alors ça, c'est aberrant. Il ne faut pas mettre dans les 12 signes des planètes
qui sont motrices. Il faut garder en fin de compte le système de 4 planètes, et donc sur 12 signes, on a 3 fois 4, 12. Vous savez que c'est un casse-tête véritablement de caser le 7 dans le 12. Ça aboutit à la théorie des doubles domiciles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une théorie assez bizarre, puisque en fin de compte, les planètes vont dans un certain sens, puis après elles vont dans le sens inverse. Donc on a d'abord, je sais pas, par exemple, on a Mercure qui vient avant Vénus, et puis après il y a Mars, et puis après on aura l'inverse, on aura d'abord Mars, puis après Vénus, puis après Mercure. Alors que si on met une série de 4 planètes, et puis on recommence même série de 4 planètes 3 fois, il n'y a pas de ce phénomène comme ça de planètes qui vont, de mouvement qui va dans un sens puis dans l'autre. Parce que c'est très bien de concevoir une réversibilité. De là à inverser l'ordre des planètes, là on va peut-être un peu trop loin. Les quatre phases correspondent à 4 principes qui forment un cycle total, et il n'y a donc pas besoin d'inverser les principes. De même que le printemps et l'été, c'est pas la symétrie par rapport à l'automne et à l'hiver. L'automne et l'hiver, c'est la continuation du printemps et de l'été, et après l'hiver, on revient vers le printemps, mais on n'est pas en train d'inverser du genre, par exemple, on aurait d'abord le printemps et l'été, puis l'été et le printemps, c'est n'importe quoi. Bon, donc c'est un peu ça le problème des doubles domiciles, c'est que ça va dans un sens, puis après ça va dans le sens inverse. Et donc c'est n'importe quoi. Donc effectivement, la division en 4 est une division qui a été un petit peu perturbée, puisqu'effectivement, avec l'histoire des 12 signes, on a presque tendance instinctivement à diviser une saison en 3, alors qu'il faut la diviser en 4. Parce que, justement, chaque division d'un cycle ou d'une phase implique de diviser d'abord par 2, et ensuite on peut diviser par 4, mais on ne va jamais arriver au 3. Donc, effectivement, il faut essayer d'arrêter de se référer aux 12. On peut éventuellement considérer que le 12, c'est une façon d'élaborer un cycle global, un cycle entier. Le 12, c'est l'année. Hein, mais en fin de compte, le 12, c'est surtout 4 fois, c'est surtout 4 phases de 4 temps. Donc le 12, en fait, il faudrait diviser l'année, comme on divise l'année par exemple en 4 saisons. Bon, mais on n'a pas besoin de se servir des 12 signes pour cela. Il y a le point vernal, etc. À ce sujet, bon, dire que, comme je l'entends trop souvent, dire que le changement de signe, c'est parce que le soleil entre dans un nouveau signe, c'est une aberration. En réalité, au départ, le changement de signe devait être lié à une nouvelle lunaison. Ce qu'ont d'ailleurs bien compris les groupes de l'astrologie kabbaliste qui identifient les mois hébraïques avec des signes zodiacaux, qui décalent totalement. Ce n'est pas un décalage de la présence d'équinoxe, c'est un autre type de décalage, qui est le fait que les 12 signes zodiacaux doivent normalement s'articuler sur les 12 lunaisons, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Moi, je ne suis pas un adepte des lunaisons en particulier, mais effectivement, je n'ai aucune raison de me fonder sur le zodiaque. Je me fonde sur d'autres critères, notamment le Saturne en conjonction avec les 4 étoiles fixes, et non pas sur le zodiaque. Le zodiaque, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse, le zodiaque m'intéresse en tant qu'historien, pour comprendre d'où il vient, pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, quelles sont les différentes théories qui se sont amalgamées pour faire le zodiaque, etc. Mais en fait, à moins, bien entendu, de restituer le zodiaque dans sa dynamique saisonnière
qui a dû exister, où là, effectivement, il y a une sorte de logique de succession restituée des mois, mais en fin de compte, le zodiaque tel que nous le connaissons, il ne nous apporte pas du tout cette information. Il faudrait donc réformer le zodiaque, le recentrer, le recadrer par rapport à la représentation des 12 mois qu'on trouve dans les almanachs médiévaux ou dans les livres d'heures. Là déjà, ce serait mieux. Ce serait déjà beaucoup mieux. Mais le zodiaque tel que nous connaissons, il n'est pas d'un grand intérêt. Il n'est pas d'un grand intérêt. On peut faire des exégèses, des commentaires comme on voudra, mais ce n'est pas très intéressant. Et par conséquent, pour moi, en tout cas, on ne va pas avoir 12 signes. Si on doit avoir une division en 12, dans le pire des cas, on aurait 3 fois 4 signes, si on peut le dire. Et donc on n'en aurait pas 12, on aurait une division en 3. Moi, personnellement, je préfère une division en 4. Mais il faut de toute façon diviser le cycle. Qu'on le divise en 3 ou en 4, mais on ne va pas prendre un cycle entier. C'est pourquoi d'ailleurs le cycle de Saturne-Neptune, par exemple, de 36 ans, c'est beaucoup trop long. En réalité, il faudrait prendre à ce moment-là une division en 4 fois 9. Il faut diviser par 4, et puis on pourra diviser encore une fois. Alors, moi je suis né à l'astrologie, si on peut dire, dans les années 60. Alors là, on nous disait surtout méfiez-vous de tout ce qui n'est pas astronomique, de tout ce qui n'est pas fondé sur un mouvement planétaire, etc. Je suis complètement revenu là-dessus, d'abord parce que je me suis passionné rapidement pour les domiciles des planètes, qui n'ont rien à voir évidemment avec les positions planétaires réelles, qui sont des associations analogiques. Et effectivement, j'ai compris qu'au contraire, l'astrologie avait besoin, elle a besoin évidemment d'une planète motrice qui existe astronomiquement, savoir exactement où se trouve la Lune, où se trouve Saturne, bien entendu. Ça, elle a besoin de ça. Mais à part cet élément qui représente une sorte d'interface entre l'astrologie et l'astronomie, tout le reste, c'est-à-dire les significations, les énergies, les significations des phases, les significations des 4 temps, tout ça, ce n'est pas de l'astronomie. Tout ça, ce sont des valorisations spécifiques qui ne sont pas de l'astronomie, que l'on peut avoir conservé éventuellement dans le champ de l'astronomie pour donner des noms aux planètes. Bon, pourquoi pas? Mais c'est tout. Il faut dire, bon, merci l'astronomie, vous nous avez transmis des informations, mais ce n'est pas une raison pour que l'on aille saboter l'astrologie en multipliant les phases, en multipliant les cycles, en prenant chaque planète comme étant un moteur qui est indépendant des autres moteurs, etc. C'est complètement aberrant. Donc effectivement, les rapports entre astrologie et astronomie doivent être révisés, repensés. L'astrologie n'est pas à la traîne de l'astronomie, elle dépend de l'astronomie, elle lui a appris un certain nombre d'informations, mais à partir de là, elle va pas se laisser, elle n'a pas à se laisser déborder par l'astronomie, déborder par les nouvelles planètes, par les transsaturniennes, par les transplutoniennes, etc., par Chiron, etc. Tout ça, c'est tout à fait regrettable. C'est une mauvaise connaissance mauvaise compréhension des rapports entre astrologie et astronomie, et ça nuit plus à l'astrologie qu'à autre chose. De même que les rapports entre astrologie et mythologie ne sont pas obligatoirement, ne doivent pas obligatoirement passer par l'astronomie. L'astronomie n'a pas le monopole des rapports n'est pas la gardienne des rapports entre astrologie et astronomie. On a donc par conséquent tout à fait le droit, et d'ailleurs les Manilius au premier siècle de notre ère, avant Ptolémée, ne s'en privaient pas, de se servir des divinités, de diverses divinités, pour désigner des secteurs. Et moi-même, par exemple, j'ai proposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, Métis et Vulcain, qui ne sont pas des noms de planètes. Vulcain a un nom qui a été donné à la fin du XIXe siècle à une supposée intramercurielle.
Métis, à ma connaissance, n'a pas donné son nom à une planète, enfin, même si elle avait donné son nom à une planète, ça ne change rien au problème. En tout cas, ce ne sont pas les planètes du système solaire qui sont, telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui comportent Vulcain et Métis. Donc effectivement, alors on peut aussi ironiser, je le ferai d'ailleurs, sur le fait que les gens croient, les astres croient que puisqu'il y a 12 signes zodiacaux, il faut qu'il y ait 12 planètes. Tout ça, c'est une plaisanterie. Là, vraiment, le zodiaque prend une proportion, une place dans l'astrologie absolument exorbitante. On n'a absolument pas besoin de cette supposition, puisque on ne va pas diviser le zodiaque, le cycle en 12, mais en 4, ou en 8, ou en 16, mais on n'a pas besoin de se servir du symbolisme zodiacal pour ce faire.